Bonjour tout le monde, bienvenue à cette série des mercredis 28 février. Alors aujourd'hui, nous allons parler des impacts de jugement sur le dossier de crédit. Mais juste avant de commencer, j'aimerais remercier tous les auditeurs, tous les fans. Nous sommes vraiment étonnés. Nous sommes rendus ce matin à presque 7 000 abonnés et plus de 60 000 visionnements. Alors merci de nous encourager, merci d'être là. C'est vraiment très apprécié. On ne s'attendait pas à un tel succès. Et pour ceux qui désirent participer live aux formations des mercredis, eh bien, vous devez vous abonner à l'infolettre sur notre site web afpf.ca. Et si vous êtes abonné sur le site web, vous allez recevoir les invitations pour pouvoir vous connecter à nos formations du mercredi. Alors, soyez aux aguets bientôt. Fraude en série. Vous allez voir des vidéos que nous allons publier à ce sujet. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, qui nous sommes, eh bien, l'Académie de formation et de prévention de la fraude a été créée en juillet 2020 par moi-même et Claudia Aubry, qui est présente aujourd'hui avec nous. Et l'objectif était de répondre à un besoin criant et diversifié en matière de prévention de la fraude pour les professionnels et les entreprises québécoises. La FPF offre également des services consultatifs dans le domaine de la prévention de la fraude et du crédit. Et notre mission, bien sûr, est d'outiller les professionnels face aux problèmes de la fraude. Il y a une célèbre citation du général Sun Tzu, qui est un général chinois qui a écrit le livre L'art de la guerre et qui disait « Si tu ne connais ni ton adversaire ni toi-même, à chaque bataille, tu seras vaincu. » Donc aujourd'hui, si vous ne connaissez pas comment fonctionnent les fraudeurs et comment ils vont venir à vous, eh bien, vous allez vous faire prendre à tous les coups. Donc ici, vous venez chercher des outils non seulement pour vous perfectionner au niveau professionnel, mais également pour vous prémunir d'outils pour vous protéger contre la fraude. Alors, je me présente, j'ai mis tout à la fois ma présentation à jour. Eh bien, je suis spécialiste en gestion et prévention de la criminalité financière pour l'Académie. Je suis également vice-président pour la section du Québec de l'Institut canadien du crédit, qui est une association professionnelle de directeurs de crédit qui existe au Canada depuis 1928. Je suis auteur du livre La face cachée des bureaux de crédit. Je suis également parrain de plusieurs regroupements d'associations de victimes de fraude. Je suis porte-parole et consultant pour les médias d'information. Donc, si vous tapez mon nom sur Google suivi du mot fraude, eh bien, vous aurez des centaines d'articles auxquels j'ai participé. Je suis également formateur reconnu par diverses associations professionnelles. Je suis organisateur du colloque sur la fraude qui a lieu à Montréal chaque année et je suis membre de différentes associations de lutte contre la fraude. Et aussi, tout récemment, je me suis joint au Centre canadien francophone d'analyse géostratégique. Alors, voilà, ça me présente en gros. Maintenant, les objectifs des mercredis, eh bien, c'est de vous aider à parfaire vos connaissances, mais également de vous donner des outils pour mieux servir vos clients et les protéger contre les cliniques de crédit et les personnes qui s'improvisent à faire de la correction de crédit ou les entreprises qui font ça aussi. Donc, dans ça, il y a beaucoup d'abus, il y a des choses qui ne sont pas toujours réglementaires. Eh bien, ici, on vous donne les outils pour que vous puissiez le faire vous-même. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, donc impact d'un jugement sur un dossier de crédit. Donc, juste pour débuter, puisqu'on va parler de trucs juridiques, eh bien, cette formation n'est destinée que pour des fins éducatives seulement. Elle ne constitue en rien un avis juridique. Le présenteur n'est pas avocat. Donc, toute utilisation non autorisée du contenu de cette formation est proscrite et peut entraîner des poursuites judiciaires. La FPF et ses partenaires se dégagent de toute responsabilité quant à l'information que vous aurez apprise dans cette formation et l'usage que vous en ferez. Donc, table des matières, nous allons voir qu'est-ce qu'un jugement, les différents types de jugements sur le dossier de crédit, la section des archives publiques, interprétation et changement de statut, négociation d'un jugement, gain et perte de pointage et conclusion. Donc, qu'est-ce qu'un jugement? Mais juste avant de commencer, laissez-moi vous parler de l'organigramme du système judiciaire canadien. Eh bien, à gauche, on trouve tout ce qui est de juridiction fédérale
et à droite, tout ce qui est de juridiction provinciale. Donc, ce n'est pas tous les types de jugements qui vont apparaître sur le dossier de crédit. Donc, par exemple, ici, on a la Cour canadienne de l'impôt, les tribunaux et le bureau administratif fédéraux, la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada. À droite, nous allons voir les cours municipales, les cours du Québec, Cour supérieure et Cour d'appel du Québec. Et à droite, Tribunal des droits de la personne, Tribunal administratif du Québec et décisions administratives et provinciales. Donc, vous avez ici l'organigramme de comment est structuré notre système judiciaire canadien. Maintenant, qu'est-ce qu'un jugement? Eh bien, un jugement est une dette que vous devez après une poursuite devant les tribunaux. Par exemple, si quelqu'un vous poursuit et que vous perdez, la dette peut apparaître dans votre dossier de crédit. Un jugement est exécutoire pendant une période de 10 ans. Après 10 ans, le jugement prend fin, mais sous certaines dispositions du tribunal, on peut demander à ce qu'il y ait une extension. Mais généralement, un jugement de mort exécutoire durant 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la partie demanderesse peut faire exécuter le jugement, c'est-à-dire procéder à des saisies en tout temps. Donc, ce qui est important de savoir ici, c'est que sur les dossiers de crédit, on va le voir tout à l'heure, oui, ça va rester 7 ans, mais ça reste que le jugement peut être exécutoire jusqu'à 10 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'apparaît pas au dossier de crédit qu'il n'est pas exécutoire. Les types de jugements sur les dossiers de crédit. Donc, tous les jugements en matière civile impliquant une obligation financière dont le débiteur est la partie défenderesse. Donc, si vous poursuivez quelqu'un, eh bien, le jugement, et vous gagnez, le jugement n'apparaîtra pas sur votre dossier de crédit à vous. Il va apparaître sur celui qui est en défense, donc celui qui est réputé être en défaut et qui doit payer. Donc, tout ce qui est en matière civile, les jugements de nature pénale, criminelle, les amendes, le municipal, tout ça n'apparaît pas sur le dossier de crédit. Donc, ce n'est pas tous les jugements qu'on va voir là. Donc, comment retracer un jugement contre un débiteur? Parfois, ils vont apparaître sur le dossier de crédit, parfois non. La première chose, on peut consulter les plumitifs au palais de justice. Donc, qu'est-ce que les plumitifs? C'est tout simplement le registre des audiences. Donc, on peut le consulter sur place avec le nom et la date de naissance de la personne et on peut demander tout simplement à soit avoir accès à l'information en consultant directement là, les vieux ordinateurs verts du ministre de la Justice, ou vous pouvez également demander de l'assistance et on va vous aider. Contactez le cabinet d'avocats mentionné au dossier de crédit dans la section des archives publiques. On va le voir tout de suite après. Dans l'archive publique, dans la mention du jugement, il y a le nom du bureau d'avocat de la demanderesse, donc la partie qui poursuit. À ce moment-là, bien, vous pouvez contacter ce bureau d'avocat-là pour savoir l'issue de qu'est-ce qui est arrivé avec ce jugement. Vous pouvez également consulter Canly Québec et Canly Canada. Donc, ce sont deux sites web, on va aller voir tout de suite à l'instant. Donc, au niveau de Canly Canada, ça vous permet de retracer un jugement. Toutefois, vous ne trouverez pas là les poursuites, les requêtes introductives d'instance. Ce n'est pas là qu'on va les trouver, ce n'est pas sur ce site-là. Ici, on va trouver que les jugements de nature fédérale. Et pour les trouver, vous devez inscrire dans le texte du document, ici en haut, vous devez inscrire le nom de la personne, entre guillemets, et faire une recherche. Et là, on ne voit que sous la désignation de cours, on ne voit que quelques tribunaux, mais il y a des pages et des pages de tribunaux. Donc, vous pouvez avoir accès aux jugements qui sont rendus par différentes instances. Même chose pour le Québec. Eh bien, on peut voir ici, vous tapez le nom tout au haut dans le texte du document et vous allez voir tous les jugements qui vont sortir. Et pour des fins de confidentialité, vous avez le nom du demandeur, le nom de la partie défenderesse, mais vous n'avez pas l'adresse qui est indiquée. Donc, c'est tout simplement pour des questions de sécurité. Donc, vous allez devoir, si une fois vous avez localisé le jugement, bien, vous allez devoir aller
sur un autre site qu'on appelle Sockige pour aller chercher plus d'informations en tant que professionnel. Maintenant, comment savoir si une poursuite judiciaire est engagée contre un débiteur? Donc, consulter les plumitifs au palais de justice, c'est un bon moyen. On peut consulter un avocat qui fera une recherche également. Les avocats ont accès à toutes ces informations et vous pouvez consulter le site de Sockige. Donc, le site en question, le voici. Donc, Sockige, c'est un organisme qui permet d'avoir accès aux tribunaux, donc aux rôles, aux plumitifs et avoir tout le déroulement d'une audience, c'est-à-dire les différentes étapes durant un procès avec les noms des parties, les avocats, les dates, les salles d'audience. Toutes les informations sont répertoriées dans ce site web. Maintenant, pour s'abonner à ce site web, il y a des coûts et il faut être évidemment un professionnel. Donc, les gens du public ne peuvent pas s'abonner à ce site-là. Il faut être un professionnel, soit un courtier hypothécaire ou courtier immobilier. Et l'accès qu'on va obtenir à travers ce site, eh bien, on peut voir les différents plumitifs dans la colonne de gauche. Donc, les plumitifs civils, finances, municipales, pénales, qui incluent également les dossiers criminels, et les statutaires. Donc, on peut voir en majorité la plupart des sites. En tant que professionnel, c'est vraiment un must aujourd'hui d'être abonné là, puisque parfois, lorsque vous envoyez des clients en souscription hypothécaire, par exemple, et qu'on vous revient en disant, bien, le client il est refusé, pourtant il y a un très bon dossier de crédit, mais sachez que les prêteurs, eux, ont accès à ces sites-là et que dans certains cas, ils vont même aller vérifier, s'ils découvrent qu'il y a une poursuite pour fraude ou qu'il y a une poursuite qui risque de nuire au nouveau prêt hypothécaire ou de causer un problème, un risque de défaillance de paiement, eh bien, le prêteur peut revoir sa décision. Donc, il ne vous communiquera pas nécessairement la vraie raison, mais en allant fouiller là, vous pouvez trouver des raisons. Donc, c'est drôlement pratique comme site et ça vous permet également de voir beaucoup d'informations. Donc, on vous invite à consulter les plumitifs. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a une règle non écrite respectée par la communauté des créanciers qui dit ceci: exiger une quittance pour tout compte en recouvrement avant d'octroyer un crédit. Donc, dans la communauté des créanciers, en appliquant cette règle, eh bien, tout le monde est sûr un jour de se faire payer, puisque si, par exemple, quelqu'un a un compte en recouvrement ou un jugement qui est impayé, eh bien, un éventuel créancier, avant d'approuver le crédit, va dire, bien, j'ai besoin de la quittance de ces deux comptes en recouvrement et ensuite, je vais reconsidérer l'approbation de la demande. Alors, bien, c'est important puisque, à quelque part dans le temps, si ce client-là est en défaut, eh bien, l'agence de recouvrement ou la mention de recouvrement va être rapportée sur le dossier de crédit et ça va faire en sorte que plus tard, d'autres prêteurs vont dire la même chose, vont dire: ah, ça me prend la quittance de celui-là. Comme ça, tout le monde est certain à travers le temps d'avoir l'espérance de se faire payer un jour. Donc, c'est une règle non écrite, mais qui est pratiquée. Et tout ça pour garder l'intégrité du système financier. Maintenant, la section des archives publiques. Donc, on a ici un exemple d'un vieux dossier de crédit qui date de 2019, en fait, et dans lequel on peut voir la section des archives publiques. Tout d'abord, dans la partie du haut, on va avoir ici des agences de recouvrement qui sont rapportées et on va voir également deux jugements. Donc, on voit ici à 01-2017 RIMP étoile GCQ. Eh bien, RIMP, ça veut dire recouvrement impayé. Donc, ça ici, ce sont des agences de recouvrement. Si on descend plus bas et on s'en va à la ligne 08-2015, on va voir jugement Cour du Québec, donc c'est la ville de Québec, au montant de 39 000, la personne est en défense. On a une partie du numéro de la cause, c'est avec Desjardins, et on voit le nom du bureau d'avocat, Rancourt Legault Jonca. Et ensuite, on voit l'état du jugement. Donc maintenant, dans les nouvelles versions d'Equifax et TransUnion, c'est un petit peu plus détaillé et on va avoir une lettre qui va désigner
le statut. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, dispositif inconnu? C'est que la dernière fois que ça a été rapporté sur le dossier de crédit, on ne connaissait pas l'état. Est-ce que ça a été payé? Est-ce que c'est satisfait? Est-ce qu'il y a eu une saisie, une exécution? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les créanciers, généralement, lorsqu'ils voient la mention dispositif inconnu, ils vont tout de suite appliquer les freins et ne donneront aucune approbation tant et aussi longtemps qu'ils ne savent pas ce qui est arrivé avec le jugement et que ce n'est pas enregistré sur le dossier de crédit. Pourquoi? Parce que un jugement, comme il est exécutoire, eh bien, en tout temps, si moi, par exemple, je fais un prêt auto à un tiers qui a un jugement comme ça sur son dossier de crédit, eh bien, cette personne-là, comme elle est saisissable, qu'un jugement contre elle, eh bien, si je lui finance un auto, même si j'ai un lien au RDPRM et qu'un huissier se présente pour exécuter le jugement, eh bien, le jugement, le huissier en question va prendre l'inventaire des biens, hein, il va noter tout ça, il va donner un document pour temporairement rendre le propriétaire, l'empêcher de vendre ses biens. Et dans quelques jours, voire quelques semaines, il va y avoir une annonce dans les journaux, là, avis légaux, prenez avis que les biens de tel monsieur seront vendus. Et à ce moment-là, eh bien, si moi qui a financé un véhicule, par exemple, je ne m'oppose pas à la saisie, eh bien, je pourrais perdre mon bien. Donc, pour ces raisons-là, les prêteurs ne vont pas prêter lorsque la mention dispositif inconnu, ça doit absolument être changé. Mais ne soyez pas inquiets, d'ici la fin de la formation, on va voir comment le changer. Donc, les politiques de conservation de données en matière de jugement. Si on parle d'Equifax, ici, on a tous les informations relatives à la période de conservation de données pour les différents types d'informations qui sont rapportées sur un dossier de crédit. Mais j'ai mis en rouge ici les jugements. Donc, à compter du dépôt ou de la date de règlement, le jugement va rester 6 ans sur le dossier de crédit. Alors, puisque le jugement est exécutoire 10 ans, eh bien, il y a un 4 ans qui tombe un petit peu dans le néant, là, mais c'est quand même important de savoir que ça reste 6 ans. Ensuite, au niveau de TransUnion, c'est 7 ans, donc 1 an de plus que les jugements vont rester là. Donc, il va y arriver parfois où vous allez sortir le dossier de crédit d'un consommateur, vous allez voir, il est super beau, et lorsque l'assureur, lui, l'assureur hypothécaire, va sortir le dossier de crédit, lui, il va sortir également TransUnion, et là, il peut voir apparaître le jugement. Donc maintenant, interprétation et changement de statut. Donc, les différents statuts d'un jugement sur un dossier de crédit à la consommation, bien, il y a dispositif inconnu qui est celui qu'on doit absolument changer. Il y a satisfait. Satisfait, ça veut dire que la partie défenderesse a remboursé, a payé en entier le montant du jugement. Donc, ça veut dire que c'est positif. Donc, c'est très bon. C'est sûr que l'idéal, c'est de ne pas avoir de jugement sur son dossier de crédit, mais le fait que mention satisfait, ça veut dire que c'est réglé, c'est payé. Lorsque c'est inscrit exécuté, ça veut dire qu'il y a eu vente du contrôle de justice et les biens ont été vendus pour des fins de liquidation, mais on ne sait pas si la somme a suffi à rembourser l'entièreté de la dette. Donc, généralement, exécuté, c'est plutôt négatif comme mention. On peut également avoir la mention inclus dans la faillite ou inclus dans la proposition. Et ça, il y a beaucoup de professionnels qui l'ignorent. Souvent, ils vont croire qu'un jugement ne peut pas être inclus, ou même une hypothèque légale ne peut pas être inclus dans une faillite ou une proposition. C'est totalement faux. Dans le cas d'une faillite, euh, une hypothèque légale résultant d'un jugement, si la personne garde sa propriété, bien, cette hypothèque légale-là peut être, par exemple, inclue dans la faillite. Si toutefois c'est une hypothèque légale de dette de l'État, donc une dette prioritaire, on l'a appris là, dans la dernière formation, les différents types de créances. Donc, si c'est le ministère du Revenu, la personne garde sa propriété, bien, même si elle fait faillite, le jugement va rester quand même en vigueur, puisqu'ils ont mis une hypothèque légale sur la propriété. Par contre, si c'est une hypothèque légale d'un fournisseur de crédit ou d'un tiers, elle va automatiquement sauter et le débiteur va devoir demander
avoir recours au service d'un avocat pour faire radier l'information sur le registre foncier, mais également sur son dossier de crédit. Même chose aussi dans les propositions, les jugements sont inclus dans les propositions à condition qu'ils soient déclarés. Il arrive parfois que des jugements sont rendus après la date de la proposition, pourtant il avait été inclus dedans, mais le demandeur est quand même allé chercher un jugement et parfois le jugement va apparaître après, même des fois dans des cas de faillite, après la date de la faillite. Et là, c'est considéré comme dérogatoire. Là, c'est bien important à ce moment-là. On doit fournir le formulaire 79 du syndic, qui est le formulaire qui contient tous les créanciers inclus dans la faillite ou la proposition. Alors, à ce moment-là, on doit le fournir à Equifax et TransUnion pour faire corriger l'information. Maintenant, comment changer l'état du jugement? Eh bien, il y a trois façons. Soit vous pouvez faire ce qu'on appelle une demande de rectification en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, ça, c'est une demande de rectification en vertu de l'article 30 de la loi. Donc, ça, on l'enseigne dans notre cours Comment corriger les dossiers de crédit. Et c'est une démarche avec recours, c'est-à-dire que l'institution financière a 30 jours pour procéder, en fait, Equifax ou TransUnion, ce n'est pas l'institution financière, mais Equifax et TransUnion ont 30 jours pour procéder à la correction, donc à la mise à jour de l'information. Et si après 30 jours, ils ne l'ont pas fait, eh bien, là, à ce moment-là, il y a un recours qui peut être introduit devant la Commission d'accès à l'information, qui est l'organisme qui a juridiction pour appliquer la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. L'autre façon, qui est un petit peu plus rapide, qui est d'utiliser le formulaire d'Equifax pour courtier hypothécaire. Donc, vous allez avoir besoin d'un document qu'on va vous présenter, qu'on va vous expliquer, en fait, qui est une déclaration de satisfaction du jugement. C'est ce que vous allez avoir besoin pour faire corriger l'état du jugement sur les dossiers de crédit. Maintenant, pour TransUnion, il n'y a pas de formulaire comme ça pour les courtiers hypothécaires. À ce moment-là, il est plutôt recommandé soit de passer par le formulaire de mise à jour qui est en ligne et qui est gratuit là, par TransUnion, ou de passer par une demande de rectification. Maintenant, les consommateurs peuvent le faire eux-mêmes également, de faire une demande de mise à jour là, par le formulaire gratuit d'Equifax et TransUnion, mais souvent, ces derniers ne savent pas, ne connaissent pas bien les termes à utiliser et tout ça, et parfois, ça fait que ça traîne et que ça prend, faut le demander à plusieurs reprises avant d'obtenir des résultats. Maintenant, au niveau des demandes de rectification, ça peut être fait soit par le consommateur lui-même, ça peut être fait soit par un avocat, ou ça peut être fait sous forme d'accompagnement. Donc, le courtier accompagne son client à faire la demande de rectification et ce dernier l'envoie pour la mise à jour du jugement sur le dossier de crédit. La négociation d'un jugement maintenant. Et oui, un jugement, ça peut se négocier. Donc, qui peut négocier une dette relative à un jugement apparaissant sur le dossier de crédit? Eh bien, un avocat peut le faire. Donc, il peut appeler la partie adverse et dire, bon, bien, écoutez, vous avez un jugement de 15 000 contre le débiteur. Il n'y a pas les moyens de payer. Voici son budget. Voici ta, 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 ta. Et on vous fait un offre et on peut régler à un montant moindre. Donc, il y a aussi un syndic autorisé en insolvabilité qui peut également, sans faire nécessairement une proposition de consommateur ou de faire une faillite, peut faire ce qu'on appelle une proposition informelle, donc d'appeler la partie adverse et de négocier. Un commerçant de règlement de dette. Il faut savoir que ce type de commerce est régi par l'Office de la protection du consommateur au Québec et qu'il faut être détenteur d'un permis. Donc, lorsque vous désirez négocier une dette ou distribuer de l'argent pour payer des dettes à une personne, à un tiers, vous devez obligatoirement posséder ce permis de commerçant à règlement de dette. Ensuite, il y a le débiteur lui-même, évidemment, qui peut négocier avec la partie adverse, mais souvent, ils vont devoir négocier avec des avocats et ce n'est pas toujours facile. Les, les débiteurs ne sont pas nécessairement habilités à savoir bien négocier, ils ne connaissent pas tous les rouages du système juridique. Donc, comment négocier un arrangement pour payer un jugement sur le dossier de crédit et changer son statut? D'abord, il faut fournir un budget détaillé avec les actifs passifs.
Donc, si vous avez besoin d'un modèle de budget, je peux vous en fournir un, ou vous pouvez en avoir, là, vous pouvez en trouver sur Internet. Pour que ça soit bien détaillé, le débiteur doit faire preuve de bonne foi. Donc, il ne faut pas qu'il essaie de faire des entourloupes à la partie adverse en comptant les mensonges, en déformant la vérité, ou bref, il faut vraiment faire preuve de bonne foi. Avoir la volonté d'arriver à un règlement et fournir un échéancier et le respecter. Donc, ça, c'est très important. Pour des trucs de négociation, eh bien, vous avez un site web ici qui est Justice Québec où vous pouvez consulter pour aller chercher des bons conseils pour savoir comment négocier. Moi, je recommande toujours préférablement, lorsqu'il s'agit de négocier un jugement, de faire affaire avec un avocat. C'est préférable. Donc, quelles sont les mises à jour à effectuer sur le dossier de crédit après un paiement complet? Donc, si le consommateur prend un arrangement avec le défendeur, pas le défendeur, mais la partie demanderesse, alors le statut du jugement ne peut être changé qu'une fois que tout est remboursé, que tout est payé. Ça ne peut pas se faire avant ça. Donc, il faut demander, une fois que tout est payé, une demande de déclaration de satisfaction de jugement. Donc, ça, c'est la partie adverse qui va la fournir et c'est uniquement avec ce document-là qu'Equifax et TransUnion vont accepter de changer le statut sur le dossier de crédit. Donc, malheureusement, les quittances, les autres documents, ça ne fonctionne pas. Equifax et TransUnion ne les acceptent pas. C'est seulement une déclaration de satisfaction de jugement. Maintenant, si ce jugement-là est la conséquence d'un mauvais payant, un mauvais paiement avec un fournisseur de crédit qui est rapporté sur le dossier de crédit, eh bien, il faut également corriger l'information auprès du fournisseur de crédit. Je vous donne un exemple. Le client avait un compte avec la banque X. Donc, il y avait une carte de crédit Mastercard avec eux. Il ne les a pas payés. La carte de crédit est rapportée comme classée R9 sur le dossier de crédit. C'est inscrit passé au profit et pertes. Il y a un solde qui apparaît ou il n'y en a pas. Ce n'est pas important. L'important, c'est qu'il y ait la mention compte acquitté et que le solde soit zéro. Ça, c'est les deux choses les plus importantes. Donc, à ce moment-là, si le jugement qui a été obtenu contre le défendeur et vient justement d'un fournisseur de crédit comme la Banque X, comme l'exemple que je viens de vous faire, eh bien, c'est vraiment important que l'information soit aussi corrigée. Et ça va permettre au pointage de remonter, puisque lorsqu'un compte est mentionné acquitté avec un solde zéro, eh bien, les autres créanciers ne demanderont pas de quittance. Ils vont pouvoir traiter le dossier. Maintenant, question fréquemment posée, eh bien, quel est l'impact d'une conférence de règlement à l'amiable sur mon dossier de crédit? Donc, qu'est-ce qu'une conférence de règlement à l'amiable? C'est que parfois, les parties vont décider de s'entendre mutuellement, donc ils n'iront pas chercher de plein droit ce qui avait été demandé. Ils vont s'entendre et ça va être entériné par le juge et c'est considéré quand même comme un jugement. Alors souvent, moi, il y a des gens qui m'ont dit, ben là, je ne comprends pas, j'ai pas eu de jugement, j'ai fait une conférence de règlement à l'amiable, et là, ça apparaît sur mon dossier de crédit, ça me cause du tort. Alors, ben oui, ça va apparaître. L'idéal, si vous ne voulez pas que ça apparaisse, il faut régler hors cours. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un désistement de la cause et les gens se règlent entre eux. Donc, ça, c'est la meilleure façon de faire, ou même lors de médiation. Donc, c'est préférable de le faire comme ça que d'aller aussi loin et d'obtenir vous n'avez pas été jusqu'au jugement, faites une conférence de règlement à l'amiable, mais vous êtes quand même pénalisé. Donc maintenant, les gains et pertes de pointage, eh bien, ici, on s'est basé, on va le voir, en fait, ça dépend de l'algorithme de pointage qui est consulté. Donc, que ce soit Equifax ou TransUnion, préférablement Equifax, il y a différents types de pointage qui existent, hein. On l'a vu avec la formation sur les algorithmes de crédit. Donc, il y a le FICO 8, le FICO 5, le FICO 4, il y a le BNI, il y a le CRP 3.0, l'Equifax Risk Score. Il y a plusieurs types de pointages adaptés à différents secteurs d'industrie, dont l'automobile, les cartes de crédit, les prêts personnels, le prêt hypothécaire. Et chacun de ces pointages-là
eh bien, a des facteurs qui tiennent compte de ce type d'industrie-là. Donc, par exemple, si on parle en matière de prêt hypothécaire, bien, de ce qu'on a pu voir, le jugement comme tel n'affectera pas le pointage. Par contre, si le jugement est rattaché à un fournisseur de crédit qui apparaît dans la section des comptes commerciaux, eh bien là, oui, ça va avoir un impact majeur. Donc, l'échelle de pointage qu'on va vous montrer, c'est en fonction, bien sûr, qu'un fournisseur de crédit apparaît dans la section des comptes commerciaux et qui a obtenu un jugement contre la partie défenderesse, contre le débiteur. Donc, on va le voir tout de suite. Donc ici, si on regarde les différentes pertes de points présumées par classement, on a à gauche les types de classement, donc R pour les comptes rotatifs, O pour les comptes à échéance de 30, 60 et 90 jours, I pour les prêts à tempérament, M pour les prêts hypothécaires, C pour les marges de crédit et L pour les locations. Donc, on peut voir, dépendamment du pointage du client, si au départ, on voit le classement qui est 9 hein, en rouge, donc passé aux profits et pertes, donc c'est la pire cote de crédit. Donc, si initialement, avant d'avoir cette cote-là, le client était à 7,80, bien, on peut voir qu'il va perdre, si c'est un compteur, de 2,85 à 330 points. Et s'il était initialement à 6,80, eh bien, ça va être 185 à 230 points qu'il va perdre. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre 185 et 230 points? Plusieurs facteurs. L'âge du compte, par exemple, ça fait combien de temps que ce compte-là apparaît sur le dossier de crédit et l'ensemble aussi des autres facteurs qui constituent le dossier. Un algorithme de pointage, c'est basé sur la base de données, par exemple, d'Equifax, des consommateurs, par exemple, de 2009 à 2011. Et là, ils construisent un algorithme là-dessus, puis ensuite, ils donnent un nom. Ils vont l'appeler, par exemple, FICO 8. Et là, dans ces facteurs-là, bien, il y a plusieurs choses qui sont tenues pour compte pour établir le pointage. Donc, si on continue maintenant, on arrive à la conclusion. Et bien, en gros, je vous ai pas mal tout dit ce qu'il y avait à dire sur les jugements, ce qu'il fallait savoir. Si vous avez des questions, vous pouvez maintenant les poser. Et je vous rappelle, le 13 mars prochain à 11 heures, on va voir l'impact d'être co-signataire ou caution sur un dossier de crédit. Alors, à ne pas manquer. Et pour ceux qui écoutent en ligne en ce moment et qui veulent s'inscrire, vous devez vous inscrire sur notre infolette pour avoir le lien de connexion et participer à nos mercredis. Alors, nos prochaines formations, on vous invite, ce sont des formations qui sont pour la plupart en mode asynchrone, qui donnent des UFC si vous êtes un professionnel de l'industrie. On a la formation fraude hypothécaire et avis de cotisation qui est sous forme de webinaire et qui vous explique comment valider à partir de la fraude documentaire les faux avis de cotisation. En ce moment, sur le dark web, un faux avis de cotisation, ça se vend 15 $. Alors, il y en a beaucoup en circulation, il faut vraiment être prudent. Donc, on vous donne des trucs pour les détecter. Ensuite, quand le crime organisé veut vos condominiums, formation qui est donnée par un enquêteur chevronné qui va vous expliquer un stratagème qui court depuis la pandémie et dans lequel le crime organisé s'installe dans les condos pour la vente de stupéfiants, la prostitution, les, la pornographie juvénile. Bref, vous allez être surpris d'apprendre tout ce qui se passe dans nos condos. Et ensuite, fraude et cybercriminalité qui est donnée par le général Gaston Côté, ex-brigadier général du Canada. C'est un spécialiste en cybercrime, donc vraiment intéressant comme formation. Et toutes ces formations-là, là, on parle d'environ 89 $ pour 1 heure et à 149 là, pour 2 heures. Donc, à ne pas manquer. On a aussi la formation KYC, comment vérifier l'intégrité d'un partenaire immobilier. Très bonne formation. Là-dessus, vous allez apprendre comment vérifier l'intégrité et la réputation d'un éventuel partenaire, mais ça peut servir dans plusieurs circonstances aussi. Donc, lorsque vous avez un promoteur qui vous arrive avec des dossiers et qui vous dit Hey, j'ai plein de dossiers pour vous, première chose que vous pouvez faire, c'est aller investiguer sur cette personne-là. Donc, dans les bases de données publiques. Donc, plus loin, si vous voulez aller fouiller, là, à ce moment-là, on va vous recommander d'aller vers une agence d'investigation.
détenteur d'un permis au BSP, mais ici, ce sont des choses que vous apprenez que vous pouvez de vous-même aller vérifier sur les bases de données publiques. Très bonne formation. On a aussi comment authentifier un permis de conduire québécois, donc tous les éléments de sécurité, les clés d'encryption sur un permis de conduire, comment les détecter. Il y a plus de 30 éléments de sécurité sur un permis de conduire, donc ce n'est pas tout le monde qui le sait. Et notre fameuse formation vedette, correction de crédit, module 1, 2, 3. Alors, cette formation-là procure 12 UFC avec l'Autorité des marchés financiers. On offre même un financement sur 12 mois si vous voulez la faire. Elle est donnée en webinaire. Il y en a une à tous les mois. Alors, on vous invite à vous inscrire. C'est une excellente formation. Alors, voilà, on arrive à la fin. Est-ce que, Claudia, il y a des questions qui sont dans les questions et réponses?